Sing me a song, the last that is gone. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book-haul, encore, sur la chaîne. Ouais, bah de toute façon vous allez bouffer du book-haul jusqu'à temps que je sois à jour, hein, en vrai. Et je peux vous assurer que les vidéos suivantes vont être bien chargées en book-haul aussi. Donc du coup, vu la quantité astronomique de livres que j'ai reçus ou achetés ce début d'année, on va dire que j'ai préféré diviser ça pour que ce soit plus agréable, pour que ce soit peut-être des vidéos un peu plus courtes aussi, et qu'on s'y retrouve un peu plus. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un book haul janvier-février 2021. Dans une vidéo qui va arriver très prochainement, vous aurez un book haul de mars-avril. Et je vais en faire une spéciale pour le mois de mai parce que au moment où je vous tourne la vidéo, nous sommes fin mai, le 23. C'est possible ? Ouais, c'est possible. 23 ou 24. Et on va dire que je suis déjà à 25 livres ce mois-ci. Donc voilà, je pense qu'une vidéo complète sera nécessaire. Donc du coup, on va pas trop tarder. Là, janvier-février, je crois que j'en ai 23. J'ai un peu de tout. J'ai de la BD, du poche, du numérique. J'ai vraiment de quoi vous proposer un éventail assez sympathique. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc bah, on commence tout de suite. Donc comme d'habitude, on commence par les livres numériques. Donc en premier, je vais vous présenter le théorème de la licorne de Gina Dimitri. Vous le savez, c'est une auteure que j'adore, que j'aime beaucoup suivre dans ses romans. On a toujours quelque chose de très loufoque, de très décalé, avec une grosse part de noir, mais aussi beaucoup d'humour. Et du coup, ça fait des romans vraiment très originaux, qu'on retrouve quasiment nulle part en fait. C'est vraiment, elle a vraiment son style à elle, vraiment très précis, très spécial. Alors j'ai envie de vous dire, ça passe ou ça casse. Pour moi, ça passe à chaque fois. Donc là, le théorème de la licorne. Selon le théorème de la licorne, ce n'est pas parce que personne n'a jamais vu de licorne que les licornes ne peuvent pas exister. Selon moi, le prince charmant est une licorne comme les autres. Je ne dis pas qu'il est un mythe, je dis seulement que je ne l'ai pas croisé. Jusqu'au jour où je fais la rencontre d'Aristarque Lvov. Alors, me demandez pas comment ça se prononce, j'en sais rien du tout. Ou pour être exact, de sa majesté impériale Aristarque Vassili Alexander Lvov. Il est roi, je n'ai rien d'une princesse, une histoire comme la nôtre, cela ne s'est jamais vu. Néanmoins, si on se fie au théorème de la licorne... Alors, celui-ci, je l'ai commencé. Le problème du numérique, c'est bien ça, c'est que je commence, je pose ma liseuse et après j'entame un papier parce que j'adore mes livres papier et que j'ai énormément de mal à lire en numérique. Je l'ai commencé, donc j'en ai lu une bonne moitié quand même. C'est un livre qui se lit très bien, qui est vraiment décalé. On est du coup avec une jeune femme qui est... Alors, il me semble qu'elle est aide ménagère dans un des châteaux du roi. Et en fait, il y a une histoire de descendance, etc. Et voilà, on arrive du coup sur la rencontre des deux. Et ça donne quelque chose de plutôt explosif. Alors forcément, avec la note d'humour de Gina Dimitri, sur des jeux de mots toujours un peu décalés, c'est assez piquant, c'est vraiment très drôle et moi j'aime beaucoup ce que Gina fait. Donc on va continuer avec les livres de janvier. En janvier, j'ai acheté Je sais qui tu es de Yrsa Sigurdardóttir aux éditions Point. Et donc là, on est avec Gardar et Catherine qui débarquent à Estérie, village perdu des fjords, pour retaper un gîte. Excités, ils pensent être seuls. En hiver, les incidents se succèdent. Une vieille femme se pend, une école est saccagée, et l'aventure tourne au cauchemar. Des pas les suivent, des voix exigent qu'ils partent, un enfant rôde, la région est-elle maudite, harcelés, ils n'ont plus le choix. Il faut fuir ou mourir. Celui-ci, je l'ai acheté parce que j'ai vu passer une super chronique, un super retour là-dessus. Et je dois dire qu'en fait, le retour m'a parfaitement convaincue. J'avais pas vu d'autres retours sur ce livre. Je savais même pas qu'il existait. Et le fait d'avoir vu un retour sur ce livre, vraiment très très positif, il y a eu vraiment des points qui m'ont plu dans le retour. Et ouais, je me suis laissée tenter. Ensuite, en janvier, j'ai aussi acheté Shutter Island de Denis Lehane aux éditions Rivage. Alors il faut savoir que je l'avais dans un gros livre avec 3 romans de Denis Lehane. En fait, c'était 3 romans réunis.
Et le problème, c'est que c'est vraiment un gros livre et que j'ai beaucoup de mal à le sortir. Du coup, j'ai craqué pour le poche. La couverture est vraiment super jolie et puis un peu avec un grain un peu spécial. Nous sommes dans les années 50 au large de Boston, sur un îlot nommé Shutter Island, se dresse un groupe de bâtiments à l'allure sinistre. C'est un hôpital psychiatrique pour assassins. Le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Hall ont été appelés par les autorités de cette prison-hôpital car l'une des patientes, Rachel Solando, manque à l'appel. Comment a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée à clé de l'extérieur? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente. Œuvre incohérente ou d'une malade ou cryptogramme. Progressivement, les deux policiers s'enfoncent dans un monde de plus en plus opaque et angoissant jusqu'au choc final de la vérité. Ah ah. Et forcément, c'est surtout Séverine Lanté qui en parle beaucoup de ce roman. Elle en dit tellement de bien que en fait, y a un moment où je pourrais plus passer à côté. Il va vraiment falloir que je m'y attaque. Puis en plus, franchement, il a l'air pas gros, il a l'air de se lire assez vite. Ça pourrait être vraiment pas mal. En janvier, je me suis aussi acheté Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. C'est un livre qu'on voit énormément passer, en tout cas qu'on a vu beaucoup passer sur les réseaux. Tout le monde en a parlé et je dois dire que ça finit de me convaincre en fait. J'ai des amis qui l'ont lu, qui ont adoré et voilà, j'ai pas pu résister. Donc avec Betty, Betty Carpenter, c'est une petite indienne née dans une baignoire, 6e de 8 enfants. Sa famille vit en marge de la société, car si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent dans la petite ville de Brithead, après des années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture. Elle confie sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années, pour qu'un jour toutes ces histoires n'en forment plus qu'une qu'elle pourra enfin révéler. Ah! Alors, en effet, on arrive sur des... Déjà, les pages sont très douces, c'est très agréable. On arrive sur des extraits de journaux. Ouais, ça peut être vachement sympa. En tout cas, celui-ci, je compte me le faire en LC avec Lorraine. On l'a toutes les deux et on a prévu de le lire ensemble. Je m'étais aussi trouvé, alors ne me demandez pas pourquoi, ah si, je sais pourquoi, Les Chevaliers de Juliette Benzoni. Donc il y a le tome 1, Le Roi lépreux, le tome 2, La Malédiction, et le tome 3, Les Trésors Templiers, aux éditions Plomb. Alors celui-ci, je l'ai commandé pour la bonne raison que c'était avec celui-ci. Voilà, j'avais fait une commande sur Price Minister ou un truc comme ça, et généralement ou Vinted, pour grouper les frais de port, j'avais voulu en fait les regrouper sur un seul envoi. Donc quand c'est comme ça, je vais piocher dans la réserve des vendeurs et puis je regarde ce qu'ils ont. Donc celui-ci me paraissait pas trop mal. La trilogie des Chevaliers compte parmi les séries à succès de la reine du roman historique français, rien que ça. À travers les 3 héros templiers que sont Thibaut, ami et écuyer du prince Baudouin Ier avec qui il partage le pouvoir en secret alors que la lèpre ronge ce dernier, Renaud, accusé de parricide et en chemin pour la 7e croisade, et Olivier, qui voulant devenir à son tour templier, fait la désolation de ses parents, le temple ayant été chassé de Terre Sainte. Juliette Benzoni s'attaque ici à l'histoire des croisades, de 1176 à 1320, et met en scène 3 générations à la recherche des trésors perdus des religions monothéistes, la vraie croix, l'arche d'alliance et le sceau de Mahomet. Je vous avoue que c'est principalement la dernière phrase qui m'a fait acheter le bouquin, parce que en soi, il est énorme, c'est-à-dire qu'il comporte à peu près 1000 pages, 1000 pages en grand format, écrit et ridiculement petit, voilà, avec des pages vraiment très fines. Je vous avoue que celui-là, le jour où je vais le sortir, je crois que je serai à la retraite. Mais voilà, l'intrigue m'intéressait. Je suis curieuse de savoir ce que ça peut donner parce que c'est le genre d'intrigue que j'aime beaucoup. Vous savez, un peu historique, ésotérique. Ça pourrait le faire en fait, mais je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas du tout le courage de l'attaquer. On continue avec La Chronique des Bridgerton, tome 1 et 2.
Alors celui-ci, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur mon compte Instagram. J'ai lu les deux. En fait, je l'ai acheté suite à la série télé qui est sortie sur Netflix l'hiver dernier. Il me semble qu'elle était sortie pour Noël. Et en fait, j'avais adoré la série et du coup, j'avais envie de savoir ce qui se passait dans les livres. Donc le tome 1 reprend la saison 1, c'est-à-dire autour de Daphné et le duc. Et le tome 2 reprend la saison 2 qui va arriver avec Anthony. Le but des Bridgerton, donc ils sont 8 enfants, et c'est de, en fait, à chaque livre, de montrer avec qui ils vont se marier, comment ils vont évoluer. En fait, chaque livre est centré sur un personnage précis. Donc du coup, là, on se retrouve donc avec Daphné et ensuite avec Anthony, qui sont donc le frère aîné et la sœur aînée de la famille. Donc voilà. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ça apporte des situations très cocasses. Il y a pas mal d'humour. Il y a un peu de romantisme. Ça se passe dans les années 1813-1815 en Angleterre. Et c'est vraiment sympa. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la série. Ça a peut-être joué parce que du coup, j'arrive à me représenter très facilement les personnages. Et ce qu'il y a bien, c'est que dans la série, il y a des scènes et des personnages qui ne sont pas dans le livre, qu'ils ont rajouté pour ceux qui ne faisaient que regarder la série et pour qui, du coup, il fallait que ce soit crédible. Et dans le livre, on a des compléments avec des scènes qui ne sont pas dans la série et qui sont vraiment très plaisantes à lire. Je pense notamment au Palmal dans le tome 2 d'Anthony. C'est un peu un jeu de croquet, un peu en Angleterre, et il y a vraiment des moments très cocasses. Je sais pas du tout s'ils vont le mettre dans la série, dans la saison 2. J'espère en tout cas, c'est vraiment des moments très sympathiques que j'aime beaucoup. Et ouais, c'est des lectures détentes que je lis en lecture commune avec ma copine Léa. Souvent, comme c'est pas une très grosse lectrice, on se fait un chapitre ou 2 chapitres à la fois. On essaye de se suivre pour dire de pouvoir en discuter et puis de débriefer un peu toutes les deux après. En janvier, j'ai aussi reçu À pas de loup de Isabelle Villain aux éditions Tornada. Donc là, on est lorsque Rosalie, Philippe et leur petit Martin, âgé de 6 mois, décident de s'installer à la Barberie, un éco-hameau niché au plein cœur des Alpes de Haute-Provence, c'est bien pour fuir un quotidien devenu trop pesant. Pour tenter une expérience audacieuse, vivre autrement, en communion avec la terre et en harmonie avec les saisons. Mais l'équilibre de cette nouvelle vie va un jour se fissurer, un grain de sable va s'infiltrer, déstabiliser et enrayer cette belle mécanique. Et ce très beau rêve va se transformer peu à peu en un véritable cauchemar, votre pire cauchemar. Alors Isabelle Villain, j'en ai plusieurs d'elles que je n'ai toujours pas lu, je suis vraiment désolée Isabelle. Je te jure que je vais m'y mettre, et celui-ci, j'ai eu d'excellents retours dessus. Donc celui-ci, il est dans ma bibliothèque à côté de mon lit, il fait vraiment partie des livres que je vais lire prochainement. Je vais essayer de le sortir vraiment très vite parce que j'ai entendu tellement de bien sur elle, sur ce roman, que 240 pages en plus, franchement, c'est ridicule de ne pas l'avoir encore sorti. Vraiment. Mais là, j'ai augmenté mon rythme de lecture et du coup, ça va peut-être pouvoir être sorti très rapidement. Donc ça, c'était mes lectures de janvier. Enfin, mes achats de janvier. Voilà, c'était, à moi, encore un peu raisonnable. Faut vous faire comprendre là que février, il a explosé le score de janvier, et que mars-avril, c'est affreux. Donc voilà, du coup, on va continuer. Donc, en février, j'ai acheté Nottingham, La rançon du roi, le tome 1. Celui qui fait la loi peut aussi la briser, et si le shérif de Nottingham était Robin des Bois. Alors, l'histoire de Robin des Bois, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Dans la globalité, j'aime beaucoup les films autour de Robin des Bois, c'est-à-dire déjà le Disney. J'aime beaucoup le film avec Kevin Costner, j'aime aussi beaucoup le film avec Russell Crowe. Voilà, c'est des films que j'aime beaucoup, l'ambiance, il y a ce côté cape, épée, arc que j'aime beaucoup moins les films où on se tire dessus. Et donc j'ai trouvé la BD assez jolie au niveau des dessins. Voilà, c'est des dessins assez sombres et qui parlent d'eux-mêmes en fait. Voilà. Après, c'est une ambiance d'époque que j'aime beaucoup. Ça peut être vachement sympa à découvrir et je suis vraiment dans un move un peu BD en ce moment. Ça me change et je me force en fait à chaque fois que je vais à l'espace culturel
où je veux m'acheter des romans, de me prendre au moins une BD. Donc vous allez le voir, j'en ai racheté au moins 2 autres. La dernière fois, je vous en ai présenté 3. Donc vraiment, j'essaye de me développer un peu en BD et en fait, j'adhère vachement. Tout comme j'ai commencé à lire les mangas, j'ai commencé à lire Ranma 1/2. En manga, j'en lis un par mois, ça me permet d'augmenter mon score de lecture un peu, on va dire. Et puis, voilà, ça me permet de diversifier un peu ce que je lis. Ensuite, en février, il y a 4 poches. J'ai reçu Max de Sarah Cohen-Scally, de ma copine Lorraine, qui me l'a envoyé. Elle est trop gentille. Parce qu'elle veut absolument que je le lise, donc forcément elle me l'envoie pour me forcer. On est le 19 avril 1936, bientôt minuit, je vais naître dans 1 minute exactement. Je vais voir le jour le 20 avril, date anniversaire de notre Führer. Max est le prototype parfait du programme Lebensborn. Des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la race aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer l'Europe. Une fable historique fascinante et glaçante, une lecture choc remarquablement documentée. Ouais, alors, moi qui aime beaucoup la Seconde Guerre mondiale, je pense que c'est surtout pour ça que Lorraine m'en a parlé. J'avais beaucoup aimé aussi Les Tunnel. Ah, j'ai perdu le nom de l'auteur. J'avais beaucoup aimé la trilogie Les Tunnel qui était en auto-édition à un moment donné, qui était aussi sur cette thématique-là de Lebensborn. Ouais, ça peut être vachement sympa à découvrir en tout cas. Ensuite, je m'étais trouvé Corruption de Don Winslow aux éditions HarperCollins Poche. Celui-ci, je l'avais trouvé à Easy Cash. Donc là, on est avec Denis Malone et le roi de Manhattan North, le leader charismatique de la Force, une unité d'élite qui fait la loi dans les rues de New York. Après 18 années de service, il est respecté et admiré de tous. Mais le jour où, après une descente, Malone et sa garde rapprochée planquent pour des millions de dollars de drogue, la ligne jaune est franchie. Le FBI le rattrape et va tout mettre en œuvre pour le forcer à dénoncer ses coéquipiers. Dans le même temps, il devient une cible pour les mafieux et les politiques corrompus. Seulement Malone connaît tous leurs secrets. Et tous, il peut les faire tomber. Alors moi j'aime bien les histoires un peu politiques comme ça, où on retrouve donc des personnages qui sont ni dans le bien ni dans le mal, avec des négociations, avec des secrets cachés, etc. Le problème, c'est que j'aime beaucoup moins les histoires de drogue. Ça c'est un truc qui me gonfle. Après, franchement, ça a l'air d'être écrit vachement aéré, beaucoup de dialogues. Ça peut être vachement sympa à lire. Je me souviens que celui-ci, je l'avais trouvé suite à l'avis de Nicolas Duplessis, de la chaîne Il en pense quoi Nico, qui avait dit que c'était vraiment un très bon bouquin, très noir, très américain, et que ça pouvait vraiment être sympa. Donc du coup, voilà. Ensuite, je m'étais trouvé aussi La Rivière Noire de Arnaldur Indridason aux éditions Point, et celui-ci aussi c'est pareil, je l'ai trouvé à Easy Cash, donc en fait je les prends, les Arnaldur Indridason, mais je ne les lis pas. Voilà, ça fait partie des nombreux livres que j'achète mais que je ne lis pas, mais c'est pas grave. Je suis à l'abri pour une pandémie de 10 ans. C'est une très bonne chose. Dans toute ma bibliothèque actuellement, je dois avoir à peu près entre 700 à 800 livres papier que je n'ai pas encore lus. Je veux pas vous faire peur. Vraiment. J'ai vraiment de quoi tenir 10 ans de siège pour une pandémie. Voilà. J'ai pas autant en bouffe, mais j'ai assez de livres. Le sang a séché sur le parquet, le tapis est maculé, égorgé. Runolfur porte le t-shirt de la femme qui l'a probablement drogué et violé avant de mourir. Sa dernière victime serait-elle son assassin? Pas de lutte, pas d'armes, seul un châle parfumé aux épices gît sur le lit. L'inspectrice Elinborg enquête sur cet employé modèle qui fréquentait salles de sport et bars pour leur clientèle féminine. J'ai eu beaucoup de retours sur Arnaldur Indridason quand même, mais c'était sur un autre livre. Non, je ne l'ai pas. Je sais que c'était Séverine Lanté qui en avait fait un très bon retour, mais je sais plus c'est quoi le titre. Mais du coup, en fait, je les achète en les voyant, je sais lesquels j'ai, et donc, voilà. Je me suis aussi pris, vous avez rigolé, Le Vicomte mis à nu de Sally Mackenzie, aux éditions Milady Pemberley. Ça, c'était suite à ma période de Bridgerton.
Ça m'a vachement intéressée, je me suis dit que ça pouvait être sympa. En plus, il y en avait tout un tas d'histoires dans ce genre-là, avec un vicomte, avec un roi, avec un truc. L'habit ne fait pas le vicomte. Lady Jane Parker Roth est fatiguée des mondanités de la saison londonienne et a renoncé à trouver un époux. Donc en fait, on est exactement dans la même ambiance que Bridgerton. Après tout, elle a mieux à faire, à commencer par confondre cet étrange individu qui s'est introduit de nuit dans la demeure de son hôte. L'intrus n'est autre que le vicomte Monton, un homme qui intrigue la jeune femme depuis déjà quelques années. Mais que fait-il là à examiner cette statue du dieu Pan, pour le moins inconvenante? Jane s'invite dans l'enquête du vicomte et bientôt dans son cœur. Moi je dis que ça peut être sympa. Alors ça peut vraiment combler un truc genre après Biotope de David Coulon ou voilà, ça peut être le genre de livre qui nous sert à nous aérer un peu la tête après un livre très noir. Moi, voilà, j'aime bien de temps en temps, ça change. J'en ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de feel good, mais voilà, de temps en temps, je trouve ça vachement appréciable en fait. Et donc là, on passe au grand format. J'ai reçu de Cendre et d'or de Michael Radburn aux éditions Seuil Cadre Noir. Donc là, on est avec Aroa et Dylan, un jeune couple sportif en quête d'aventure qui traverse le parc national de Victoria à la recherche d'une mine d'or dont l'entrée a disparu depuis plus d'un siècle. Mais alors qu'ils doivent très vite fuir un incendie et abandonner leur chasse au trésor, ils découvrent le corps d'une jeune femme. La police de Melbourne est prévenue. Taylor Bridge, ami du père d'Aroa, est appelé en renfort pour ses compétences et le sang-froid dont il a fait preuve en Tasmanie sur une enquête précédente. Qui est cette ombre qu'Aroa affirme avoir vue dans le canyon? Et que signifient les symboles retrouvés à l'entrée de la mine, enfin ouverte après toutes ces décennies? Un secret bien enfoui refait surface et plonge à nouveau Taylor dans les entrailles du mal. Donc là, on est en Australie. Ça peut être vachement sympa, je trouve, niveau dépaysement, de changer comme ça. En plus, c'est un pays, au final, où on a très peu de romans. Donc ça peut être vachement sympa. C'est vrai que nous, dans les polars français, en fait, on a l'habitude d'être en France. C'est-à-dire que, déjà, on s'y connaît mieux en géographie française, je pense. Donc quand on a des inspecteurs qui vont de Paris à Lyon, à Marseille, à truc, à machin, au final, on sait à peu près où c'est. Et même si on n'est pas des experts géographiques, on arrive à peu près à situer et à se rendre compte de la distance. Quand on part sur des romans comme ça, dans des pays étrangers, c'est déjà plus compliqué. Déjà au niveau des noms souvent, et puis au niveau des noms des villes, au niveau des distances à évaluer. Donc c'est vraiment un lâcher-prise complet avec l'auteur, et ça peut être vachement sympa, je trouve. À lire donc. Celui-ci, c'est ma lecture actuelle. J'ai donc reçu L'Ami des Ombres de Alex North aux éditions Seuil, Cadre Noir, qui n'est pas une suite de L'Homme au murmure, mais qui est du même auteur. J'avais lu et adoré L'Homme au murmure l'année dernière, et donc c'est sans aucun a priori, rien du tout, que je file sur L'Ami des Ombres, qui n'est pas du tout dans la même lignée, mais qui pourtant se rejoint quand même pas mal. C'est-à-dire que on est à peu près dans la même zone géographique aux États-Unis, mais on est sur une thématique différente. Avec L'Ami des Ombres, on se retrouve dans une petite ville, Gritton, je crois. Ouais, Gritton. On est dans une petite ville où un jeune garçon, un jeune collégien, est retrouvé assassiné, mais avec beaucoup de coups de couteau, avec la tête presque séparée du corps, sur une aire de jeu. Y a un garçon qui est interpellé, son meilleur ami est interpellé, et ils se rendent compte que c'est pas lui en vrai, et du coup il retrouve les assassins un peu plus tard, qui sont donc deux de ses camarades, et donc il y en a un des deux qui a disparu. Il y a un des deux assassins qui a disparu, qui vont jamais retrouver. Donc là je vous spoile rien, hein. Là on est sur les premières pages. Et donc 25 ans plus tard, rebelote, nouveau meurtre dans les mêmes conditions, et ça tombe au moment où le jeune homme, donc le meilleur ami du premier gamin qui était mort, celui qui avait été accusé le temps d'une journée, revient dans cette petite ville parce que sa mère est très malade et que voilà, il va être à son chevet pour ses derniers moments. Et donc lui, il va se retrouver aussi plongé dans cette histoire malgré lui, parce qu'il va retrouver des coupures de presse, il va retrouver certaines choses qui vont le faire revivre ce qui s'est passé. Alors, c'est très très bien écrit. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance qui est très noire. C'est une ambiance un peu spéciale parce que on est vraiment sur une ligne très fine
entre le réel et l'imaginaire. On ne sait pas, il parle de rêve, mais on ne sait pas du tout si... on se pose la question en fait. On se pose la question de savoir si s'il est en train de rêver, s'il a rêvé, si ça s'est passé. On est vraiment sur un fil entre les deux, entre le réel et l'imaginaire. Et je trouve que c'est vachement sympa parce qu'on ne sait pas trop de quel côté pencher et ça nous fait nous poser pas mal de questions. On retrouve, je crois, la même inspectrice. Faudrait que je vérifie parce que j'en ai lu pas mal quand même et du coup, je suis même pas sûre que c'est la même inspectrice que dans L'Homme au murmure, mais il me semble que oui. En tout cas, à un moment donné, elle fait référence à l'histoire, donc je pense que c'était elle aussi. Donc voilà, donc là actuellement j'en suis à la moitié en une journée de lecture. Je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est un petit livre qui fait 330 pages je crois, qui est vraiment sympa et en plus j'adore les couvertures. Je trouve qu'elles sont vraiment super jolies. Ensuite, je me suis trouvé Queenie de Candice Carty-Williams. Alors, celui-ci, je me le suis acheté suite à la vidéo promotionnelle de Calman Levy, en fait. Je l'ai trouvé super bien faite. Sur le coup, j'ai cru que c'était un film ou une série qui allait sortir, et en fait, non, c'était juste pour mettre en avant le bouquin. Alors, avec Queenie, donc Queenie, c'est une jeune londonienne d'origine jamaïcaine. La vie n'est pas rose. Entre chagrin d'amour, pépins de santé et soucis au bureau, Queenie perd le goût de la vie. Et ses rencontres catastrophiques d'un soir ne lui remontent en rien le moral. Malgré sa ténacité, son humour sans pareil et ses amis incroyables, Queenie s'enfonce dans une spirale. Pour ne pas sombrer, elle va devoir se battre et affronter ses démons, relever la tête et prouver au monde que sa vie de femme noire compte tout autant que les autres. Et alors, il me semblait que... Voilà. En ayant feuilleté un peu, on se retrouve avec des passages comme ça, avec des SMS, des extraits, voilà, avec des extraits de conversation, etc. Et du coup, je trouve ça vachement sympa. Bon, c'est pas ça tout le long, hein. Mais moi, en tout cas, de ce que j'en avais vu sur la vidéo de Calman Levy, ça promettait un truc quand même un peu décalé, un peu drôle. Limite, j'ai envie de dire un peu la Bridget Jones, mais quoique Bridget Jones, elle est vraiment unique comme nana, donc je sais pas, mais en tout cas, ça m'intéressait pas mal. Encore un peu de feel good, hein. À Easy Cash, je m'étais aussi trouvé Feu et sang partie 1 de George R.R. Martin aux éditions Pygmalion. Alors là, on est du coup sur une sorte de préquel à Game of Thrones avec les Targaryennes. Au 7e jour, une nuée de corbeaux jaillit des tours de Pérédragon pour propager la parole de Lord Aegon aux 7 couronnes de Westeros. Il volait vers les 7 rois, vers la citadelle de Villevieille, vers les seigneurs tant petits que grands. Tous apportaient le même message, à compter de ce jour il n'y aurait plus à Westeros qu'un roi unique. Ceux qui ploieraient le genou devant Aegon de la maison Targaryen conserveraient terre et titre. Ceux qui prendraient les armes contre lui seraient jetés à bas, humiliés et anéantis. 300 ans avant les événements du Trône de Fer, Feu et Sang raconte l'unification des 7 royaumes. Et ça peut être vachement sympa. Je ne sais pas du tout si on est toujours dans la même complexité que dans le Trône de Fer, qui est quand même une suite de romans très dense, très lourde, très complexe, je trouve. Il y a vraiment un très haut niveau au niveau de l'écriture. Je ne sais pas du tout si du coup là c'est un peu allégé ou pas, mais ça me paraît pas léger. Je vous assure que vu la quantité de noms que je vois passer, il faut vraiment s'accrocher à mon avis pour bien tout comprendre. J'ai aussi acheté Retrouve-moi de Lisa Garner aux éditions Albin Michel. Alors ici, découverte macabre à Boston. 4 membres d'une même famille sont retrouvés sauvagement assassinés chez eux. Une mère, 2 de ses enfants et son compagnon. Une seule personne semble avoir échappé au massacre. Roxana, 16 ans, la fille aînée. Des témoins affirment l'avoir vue sortir promener les chiens avant les coups de feu. Heureux hasard ou aveu de culpabilité? En plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère des enfants, l'enquêtrice Dédé Warren découvre une histoire tourmentée entre alcool, violence et famille d'accueil, qui pourrait laisser croire à une vengeance. Pourtant, plus elle avance dans l'enquête, plus la voix de Roxana, victime ou suspecte, semble la supplier en silence « Retrouve-moi ». J'avais lu un Lisa Garner. Alors j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque. Je crois que je dois en avoir 3 ou 4. Et j'en avais lu un, je ne sais plus lequel c'était. Je ne sais plus, je saurais plus vous le dire. Mais j'avais beaucoup aimé le style, j'avais beaucoup aimé le personnage de Dédé Warren. Et du coup, ouais, je me dis que... Ah, c'était Lumière Noire, j'avais lu.
Du coup, voilà, j'ai craqué. C'est pas excusable en fait. Celui-là, il est encore sous blister, on se moque pas. Donc, j'ai acheté Erectus, l'armée de Darwin aux éditions XO Éditions, donc de Xavier Muller. Là, on est sur le tome 2 d'Erectus. Si vous remontez dans les boucoles, vous allez voir le tome 1, quelque part, l'année dernière. Sûrement. Donc, dans le tome 1, je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'ils avaient affaire à un virus qui faisait régresser l'espèce humaine en homme de Néandertal ou un truc du genre. Ils croyaient tous le cauchemar derrière eux. Après avoir transformé une partie de l'humanité en homme préhistorique, le virus Kruger avait fini par s'éteindre. Voilà. 7 ans après, le monde tremble à nouveau. Les Erectus que l'on croyait stériles se reproduisent dans les réserves. Chaque jour, des dizaines d'entre eux sont assassinés, d'autres disparaissent. Qui se cache derrière ces opérations meurtrières? Au Kenya, Anna Meunier, une chercheuse française, tente de protéger Yann, son compagnon transformé en préhistorique. Pour elle, les Erectus sont nos ancêtres, pas des bêtes sauvages. La menace pourtant est là, terrifiante. Une organisation secrète est à l'origine d'une nouvelle vague de contamination. Pire, elle se livre à des captures dans les réserves afin de récupérer les facultés extraordinaires des Erectus. Son objectif, fabriquer une nouvelle espèce humaine au pouvoir décuplé qui contrôlerait la planète. Ah 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 ah. C'est le genre que je peux aimer. C'est un rapport un peu historique scientifique et je trouve que c'est vachement sympa. Donc le tome 1, je l'ai sorti, je l'ai mis de côté parce que je l'ai en commun avec Lorraine et que ça va faire partie de nos LC très très nombreuses qu'on va se faire cet été pour essayer de libérer un peu notre palle qui est vraiment énormissime. Donc voilà, si on peut se motiver avec quelques LC, on va pas se gêner. Je me suis aussi acheté L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas aux éditions Brajlon. Moi, vous voyez ça, une maison en noir et blanc, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus en fait, pour acheter un livre, vraiment 4 maîtres de l'horreur réunis dans une maison hantée. Voilà, ça me plaît. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? C'est l'idée de l'animateur d'un podcast à succès. Les interviewer durant la nuit d'Halloween dans la demeure la plus tristement célèbre du Kansas. Mais ce qui devait être qu'un coup marketing va se muer en lutte pour survivre, car dans les ténèbres de Finch House, dont les portes sont restées fermées si longtemps, quelque chose les attend, une entité qui va faire basculer leur carrière et leur propre vie pour les intégrer à l'héritage sanglant de Kill Creek. Ha ha ha. J'avoue que ça va être vachement sympa. Voilà, il y a pas à chier, il y a pas à chipoter, c'est vraiment le genre de bouquin que j'adore en vrai. J'espère vraiment que... Oh, j'avais pas vu. J'ai pas vu les petites silhouettes là. En haut. C'est vachement sympa. Oh. Alors, enfin, je m'y mets. J'ai pas mal de livres super sympas. En ce moment, je suis vraiment dans une boulimie livresque. J'ai vraiment envie de lire tout le temps. Je poste très rarement mes bouquins. Vraiment, je m'étonne moi-même. J'en suis à peu près à 150 pages, 200 pages par jour. C'est vraiment énorme. J'ai un rythme très très bon. Et en avril, j'ai lu 8 livres. Là, ce mois-ci, bon, on est quasiment à la fin du mois, mais je suis sur mon 6e. Alors que j'en ai lu 4 en 3 mois, quoi, au début de l'année. Donc là, je suis vraiment en mode boulimique et je kiffe, en fait. Je kiffe ce que je fais et voilà. Mais je perds beaucoup de temps à faire les chroniques, à faire les vidéos, à partager, voilà. Et du coup, bon, c'est normal parce qu'au final, le partage passe par là. Mais voilà, en fait, j'ai qu'une envie, c'est de lire. J'ai envie de bouffer du bouquin en ce moment, c'est terrible. Donc j'ai aussi reçu Petit arrangement avec l'histoire de Jodie Taylor. C'est le tome 7 des Chroniques de Sainte Marie. J'adore cette saga, j'ai adoré ce bouquin. Le 7, il est dans la lignée des 6 premiers. Il est drôle, il est surprenant, il est captivant, il est vraiment génial. Donc ici, on est toujours avec Max, Madeleine Maxwell, qui va encore, comme d'habitude, je ne veux pas vous spoiler ce qui se passe, parce que c'est des personnages qu'on suit vraiment dans chaque livre, donc ils ont une évolution personnelle aussi que je ne peux pas vous spoiler, sinon du coup vous allez savoir ce qui se passe dans le 6, et c'est pas bon, donc je ne dis rien, juste que cette fois-ci, il va y avoir des changements à l'intérieur de Sainte-Marie. Ils vont partir au niveau du roi Arthur, des trésors perdus de Jean sans Terre, ils vont aller aussi à Stonehenge, ouais.
Il y a vraiment du lourd encore cette fois, et ce qu'il y a de génial en fait avec eux, c'est qu'ils voyagent dans le temps pour aller vérifier des faits historiques, sauf que souvent ils se retrouvent ni à la bonne période, ni au bon endroit, ni sur un terrain stable, et il se passe toujours un truc qu'ils n'avaient pas prévu. Et c'est vraiment un truc génial parce que du coup, même quand on sait ce qui va se passer, quand ils partent en se disant ça va être un truc facile, au final, on sait qu'ils vont revenir dans un état lamentable, pitoyable, même pas ensemble. C'est toujours plein de surprises, c'est toujours plein d'imprévus, et c'est ça que j'adore en fait, parce que ça suit pas une ligne droite, c'est vraiment plein de courbes tout le temps, et c'est vraiment surprenant, j'adore cette saga. Je vous ferai une vidéo bientôt sur l'intégralité de la saga, parce que je pense vraiment que c'est une saga qui mérite d'être lue et d'être connue. Alors, j'ai aussi acheté d'occasion La montagne entre nous de Charles Martin, aux éditions Presse de la Cité. Je n'ai pas vu le film, mais j'en avais entendu beaucoup de bien. Je crois que c'était par une amie Jennifer, une copinote, qui en avait beaucoup parlé. Aéroport de Salt Lake City. Une tempête de neige est annoncée. Ben Payne, chirurgien, est attendu dès le lendemain pour 2 opérations. Ashley Knox, journaliste, se marie le jour suivant. Bloqués tous les deux pour la nuit, ils parviennent à convaincre le pilote d'un petit avion de tourisme de les rapprocher de leur destination. Une solution de secours qui vire au cauchemar quand l'avion s'écrase en pleine montagne. Ben et Ashley, gravement blessés, sont les seuls survivants du crash. À 3500 mètres d'altitude, au cœur de l'hiver, sans aucun moyen de communication, ils devront pour survivre parcourir ensemble 75 km dans des conditions extrêmes. Un pari presque impossible pour ces 2 êtres qui la veille encore ne se connaissaient pas. Ça c'est une image du film avec donc Kate Winslet et Idris Elba. De ce que j'en sais, le film était vraiment superbe. J'ai eu de très très bons retours sur ce film qui m'intéresse beaucoup, je n'ai toujours pas vu. Mais je crois que je vais peut-être... je sais pas, parce que moi j'ai tendance à aimer voir avant de lire, comme ça me permet de mieux représenter les personnages, de mieux représenter les endroits, et que même s'il y a une différence entre les deux, je suis pas déçue du film. Je suis rarement déçue du livre après avoir vu le film, donc je préfère voir le film avant. Du coup, celui-ci, il est un peu de côté, mais voilà, je l'avais trouvé d'occasion, et ça aurait été vraiment dommage de passer à côté. Encore un sous-blister, on se moque pas. J'ai acheté Michel Bussy, donc Rien ne t'efface, aux éditions Presse de la Cité. Nous sommes en juin 2010, Esteban, 10 ans, disparaît sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Personne n'a rien vu. Nous sommes ensuite 10 ans plus tard, en juin 2020, sa mère Madi a refait sa vie, mais la douleur et l'incompréhension sont toujours là. Elle revient en pèlerinage au Pays Basque et sur la même plage reconnaît Esteban, ou son jumeau parfait, Tom, un enfant de 10 ans. Madi quitte tout pour découvrir l'identité de ce garçon et s'installe dans son village à Murol, en Auvergne. Elle, si rationnelle, peut-elle croire à l'impossible? Esteban serait-il devenu Tom? L'histoire se répéterait-elle? Tom est-il en danger? Madi est-elle la seule à pouvoir le protéger? C'est du Michel Bussy. Donc là, vous allez rigoler parce que Michel Bussy, je vais en avoir 5, 6 dans ma bibliothèque, j'en ai lu aucun. Clairement, j'en ai lu aucun. Donc après tout, pourquoi pas commencer, mais je crois pas que je vais commencer par celui-ci. J'aime beaucoup l'idée de Au soleil redouté de l'année d'avant. Donc celui-ci, il est sorti début 2021 et Au soleil redouté, il était sorti début 2020. Donc je l'avais acheté à sa sortie aussi, je l'ai toujours pas lu non plus d'ailleurs. Donc voilà. Donc du coup celui-ci, pourquoi pas. Après tout, j'ai hâte de lire du Bussy. On m'a aussi beaucoup parlé de Nymphéa Noir, qui pourrait être vachement sympa. Alors celui-ci je l'ai en pâle, en poche, tout vieux, tout abîmé que j'avais trouvé d'occasion et je l'ai toujours pas lu non plus. Et donc enfin le dernier livre de ce boucol, Le loup dans la bergerie de Fabio Micheli aux éditions La Bête Noire, Robert Laffont. Donc pour information, je viens de couper la vidéo parce que j'ai lu la 4e de couverture alors que j'ai lu ce roman et je me suis rendu compte qu'elle spoilait beaucoup de l'histoire. À mon sens, je suis contente de ne plus lire les 4e de couverture, de vraiment me fier à mon instinct quand j'achète parce que là, pour moi, il y a vraiment du gros spoil. Ça vous donne les clés d'une bonne partie de l'histoire, en fait. Je trouve ça vraiment dommage. Alors vraiment, du coup, je suis un peu déçue. Moi, j'avais plutôt bien aimé. J'étais quand même assez mitigée parce que je m'attendais, le monstre de Kossol, je m'attendais à un truc de ouf, à un truc genre la compassion du diable qu'il avait écrit dans ses débuts, avec vraiment un tueur en série
enfin surtout un tueur où on suivait de près le tueur, etc. Que là on arrive après et il manque, je sais pas, il manque un truc. Il manque vraiment, j'étais un peu déçue par rapport à ce côté tueur en série qui à mon sens n'est pas vraiment mis en avant. Et je trouve ça un peu dommage. On est plus vraiment avec ce côté cartel de drogue, avec les guerres des clans, enfin... Ouais, il m'a manqué vraiment le côté un peu tueur en série dans l'histoire. C'est un peu dommage du coup. Donc bah du coup voilà, je ne vous lirai pas la 4e de couverture, je suis désolée. Sachez juste que ça parle donc d'un flic qui est à la recherche de son père, de ses origines. Il se rend compte que son père qui a disparu 20 ans plus tôt n'a peut-être pas vraiment disparu, donc il va essayer de remonter la piste. En même temps sa femme est décédée, donc enfin son ex-femme est décédée, donc sa fille est dans une période très compliquée où il se passe des trucs pour elle qui sont très difficiles à gérer. Et voilà, je vous en dirai pas plus parce que ça mérite pas d'en savoir plus. Si vous lisez, pour moi, la 4e de couverture, vous allez être spoilé sur pas mal de choses de l'histoire et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, mon book haul de janvier et février est terminé. Il y avait à peu près 23 livres. Sachez que pour mars-avril, qui va arriver dans pas très longtemps, c'est ce qu'il y a tous les mois. Hein. Je veux pas vous faire peur, mais je suis à peu près entre 20 à 25 livres par mois. Sachant que dans les bons mois, j'en ai lu 5, 6, 8. Donc je continue de faire x4, c'est-à-dire j'en lis un, j'en achète 4, c'est pas bien. Mais en soi, j'ai envie de vous dire, voilà, je me fais plaisir comme ça, et puis je suis super contente, ça me fait du bien, et puis j'adore ça en fait. J'adore ça, et en ce moment, je suis vraiment dans une période où j'ai envie de lire. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'infos, je suis dispo sur la chaîne, sur la page, et sur Instagram, et un peu partout. J'essaye vraiment de tout garder à jour. Le blog est à jour, Instagram, je le mets à jour progressivement avec des photos. Voilà, n'hésitez pas, passez, laissez-moi un message, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye. Sing me a song, the last that is gone.